La fonction d'exponentiation et le cryptage qu'on a vu. Parce qu'on a vu dans l'expression, il y avait l'exponentielle. Exactement. Donc, le cryptage qu'on a vu, au fait, c'est la base de l'algorithme très connu qui s'appelle RSA. Et dans cet algorithme, il y a l'exponentiation et il y a le modulo. Donc, ce sont les deux opérations. Et donc, nous, on s'est intéressé plus particulièrement à l'exponentiation. Oui, OK. monsieur. Est-ce que tu as déjà commencé à faire ce TP, le TP3? Non, pas Euh, donc, il faut commencer parce que je vous ai donné une semaine. Il faut le faire en une semaine. Il ne faut pas laisser le dernière oui. minute pour le faire. OK? Bien. Parfait. Donc, on va continuer. Je vais revenir à ça peut-être plus tard. Donc, on va continuer. On va voir un nouveau chapitre. Donc, on va voir une autre méthode de conception d'algorithmes. C'est ce qu'on appelle les algorithmes voraces. Euh, Samia, est-ce que tu te rappelles de l'exemple que j'ai donné dans la première séance pour expliquer un petit peu l'idée derrière les algorithmes voraces? Euh, Non, pas vraiment, monsieur. Pas vraiment. Ok, ok. Donc, oui, il y a quelqu'un qui se rappelle de l'exemple? Personne? Est-ce que vous êtes bien réveillé? Donc, j'ai parlé d'une équipe de basket et donc j'ai parlé du choix de l'équipe parmi les élèves de la classe. Et donc, j'ai dit qu'il y a plusieurs manières de choisir cette équipe. Une des manières, c'est celle qu'on peut appeler vorace, qui consiste à faire quoi? Comment est-ce qu'on va choisir l'équipe ou les personnes sélectionnées? Samir, tu te rappelles? Par la taille, monsieur. Par la taille, exact. Donc, si on se base sur la taille, pas des résultats exacts, mais un résultat approximatif, mais il a la propriété ou qu'il a l'avantage d'être assez simple et très rapide. C'est bon? Donc, on va voir le schéma général de ces algorithmes. On va voir la remise de monnaie lorsqu'on va vouloir payer nos achats, par exemple, dans un supermarché. On va voir le problème du plus court chemin, la coloration de graphes et le feu de signalisation. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Samia, c'est Oui, bon? oui, monsieur. Ok. Ok. Donc, le premier exemple qu'on va voir, c'est celui-là. Donc, ici, on s'intéresse à optimiser la sélection avec des contraintes. Euh, donc, nous avons des objets de tailles différentes. Ici, donc, on les représente avec leur poids, 20 kilos, 10 kilos, 15 kilos et 8 kilos. Et on veut les mettre dans ce contenant. D'accord? Donc, c'est un contenant donc, qui va pouvoir les contenir. Mais le problème, c'est que ce contenant a une capacité. Ici, on suppose qu'elle est de 40 kilogrammes. Donc, on peut utiliser plusieurs algorithmes pour cela. L'algorithme Vorace consiste à choisir le plus grand, le mettre dans le contenant. Bien entendu, avant de le mettre, il faut voir s'il va rentrer dans le contenant. Après, on va prendre le deuxième, on regarde s'il peut rentrer, on le fait rentrer, ainsi de suite. D'accord? Le terme vorace, au fait, vient au fait, des animaux qu'on appelle aussi voraces, donc qui ont tendance à s'attaquer euh, à
lorsqu'ils veulent manger, on leur présente un certain nombre de morceaux de viande. Peut-être qu'ils vont s'attaquer aux plus grands morceaux avant de considérer les autres, donc par ordre de taille. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle d'algorithme vorace. Donc le terme vorace, peut-être c'est par analogie avec les animaux voraces. Bien. Donc supposons qu'on va utiliser un algorithme vorace. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans le contenant? Monsieur, Oui, à propos vas-y. de Ben Ali, il était présent, sauf qu'il avait un petit problème de micro. Ok, d'accord, merci. Donc quel est l'objet qu'on va choisir et le mettre dans le contenant? Celui de 20 kilos. De 20 kilos. On va mettre ici 20 kilos. Bien. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? Celui après, de 15 kilos. Après, donc ici, donc nous avons déjà 15 kilos, nous avons déjà 20, on va mettre 15, donc ça va donner combien? 35. 35. Donc c'est inférieur à la capacité, donc on va pouvoir mettre ici 15, n'est-ce pas? 15, n'est-ce pas? Oui. Après, on va essayer de mettre le suivant. Le suivant, il est de 10 kilos. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre? Non, parce que ça dépasse la capacité. Parce que ça dépasse la capacité. Après, on va regarder celui-là. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre? Non, aussi parce que ça va dépasser. Ça va dépasser. Donc, tout ce qu'on va mettre, si on utilise un algorithme vorace, c'est ces nombres-là. Au fait, c'est seulement 35. Est-ce qu'on peut, on peut remplir ce récipient ou ce contenant d'une autre manière, en optimisant le poids général? On peut utiliser 20 et Oui, 10 20. et 8. 8. Et donc ça nous donne combien? 38. Ça nous donne 38. Donc on peut faire un choix différent, donc qui est donc parce que ici 35 c'est bien, ça rentre, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est pas la solution, comme on va l'appeler. C'est pas optimal. C'est pas la solution optimale. Exact. C'est pas la solution optimale. Donc j'ai eu des réponses correctes. Effectivement, c'est pas la solution optimale parce qu'il existe une solution plus intéressante, d'accord, qui permet donc d'avoir 38. Maintenant, est-ce que est-ce que 38 est la solution optimale? Oui, monsieur. Oui, d'accord. Comment faire pour voir si c'est une solution optimale ou non? On peut trouver, supposer que c'est pas la solution optimale et démontrer que Ok, oui, c'est une manière de faire. Ce qui est une autre méthode. Ok, je vois ici Youssef, Youssef Kandouzi, Jebara également, Kenza. On peut considérer toutes les possibilités. D'accord? On peut considérer toutes les possibilités. Donc, nous avons quatre objets. On va les appeler A, B, C et D. N'est-ce pas? Nous avons seulement quatre, n'est-ce pas? oui, monsieur. Ça, nous avons quatre objets, donc ça c'est l'ensemble donc des objets.
Donc, on peut considérer seulement le premier objet, n'est-ce pas? Donc, ça va être 25, n'est-ce pas? On peut Oui. considérer le deuxième objet. Donc, le deuxième objet, c'est 15. D'accord? On peut considérer seulement le troisième objet. Donc, lorsqu'on a considéré tous les singletons, on va voir toutes les paires, n'est-ce pas? On va considérer A et B. D'accord? Lorsqu'on a terminé les paires, on va voir les triplets. Et là, qu'est-ce que nous sommes en train de décrire ou de lister? Après, on va voir donc tous les quadruplets, c'est-à-dire l'ensemble A. Les sous-ensembles. Les sous-ensembles donc de l'ensemble. Donc ça, comment on les appelle? Tous les sous-ensembles d'un ensemble. Donc ici, il y a tous les paires. Ici, il y a tous les triplets. Donc ici, je vais terminer puisqu'il ne reste qu'un singleton, D. Et ça, il y a un seul ensemble. Ça, c'est quoi? C'est les parties de E. L'ensemble des parties de E, n'est-ce pas? C'est Oui. l'ensemble des parties de E. En fait, on va considérer tout l'ensemble des parties de E. Combien il y a d'éléments dans un ensemble de parties de E? Si nous avons ici 4 éléments dans E, donc E est égal, 2 à la puissance 4. exact, exact. Donc si E est de taille n, ça c'est supposé être un n. Si la taille de E c'est n, la taille de P de E c'est 2 à la puissance combien? Combien, Samia? Juste 2 à la que puissance tu N. viennes. Exact, c'est 2 à la puissance n, d'accord? Donc ici nous avons n est égal à 4, donc ici nous avons 16 éléments, donc dans l'ensemble des parties de E. Donc ça, ce sont toutes les possibilités. Okay. Donc on va considérer chaque possibilité, évaluer combien est-ce qu'elle correspond, donc quel est son poids, et après donc on va voir quelle est la valeur optimale, donc celle qui va maximiser le poids, n'est-ce pas? Et bien sûr Oui. qu'il soit inférieur à 40, qui est notre contrainte. Donc, voyez-vous, ici, l'algorithme Vorace permet de trouver une solution assez rapidement. Donc, il va prendre la plus grande, après il va prendre... Donc, il est de quel ordre, notre algorithme Vorace? Combien il va faire d'itérations? L'algorithme Vorace, combien est-ce qu'il va faire d'itérations si on a n éléments? 2 à la puissance N. Non, ça, tu parles de l'algorithme qui va considérer toutes les possibilités. Oui. Donc, il va considérer chaque possibilité, il va essayer de l'évaluer. Donc, ça, c'est l'algorithme. Donc, ça, on va, donc, toutes les possibilités. Donc, effectivement, c'est 2 à la puissance n. Je vais écrire ici toutes les possibilités. Donc, comment on appelle un algorithme qui considère toutes les possibilités? Un algorithme? Possibilité. Je m'excuse un peu de cette écriture.
Pire cas, non, pas pire cas. Un algorithme qui considère toutes les possibilités, c'est un algorithme qu'on appelle, donc j'ai des réponses à des questions précédentes, mais pas à celle-là. Comment on l'appelle? Un algorithme, je ne vois pas encore de résultat, de réponse. Un algorithme exhaustif, exact. C'est un algorithme exhaustif. Que lui va considérer les 2 à la puissance n possibilités. Donc, il est de quel ordre? D'ordre N. Non, il considère 2 à la puissance n possibilités. Donc, cet algorithme est de quel ordre? 2 à la puissance N. Exact, 2 à la puissance n. Donc, il est exponentiel. D'accord? Donc, toutes les possibilités, donc ça permet, donc ça implique, donc c'est un algorithme exhaustif et par conséquent, il est exponentiel. Bien. Maintenant, regardons notre algorithme vorace. On lui donne 4 objets, il va prendre le plus grand. Après, il va voir s'il peut rentrer. Si oui, il le met, sinon il va passer au prochain, plus grand, ensuite plus grand, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, il va faire combien d'itérations? N. N itérations. Et dans chaque itération, il va choisir le plus grand, le maximum. Donc, s'il fait le maximum, donc il va visiter tous les éléments pour récupérer le plus grand. Donc, ça veut être un algorithme de quel ordre? D'ordre N. Euh, il va faire n itérations, mais dans chaque itération, il va choisir le maximum. Donc, il y a une boucle à l'intérieur de la boucle. Oui. Normalement, il va parcourir les N éléments N fois. Exact. Il va parcourir les n éléments, effectivement, donc pour 1 jusqu'à n, et pour chaque fois, il va regarder tout le maximum de tous les éléments qui restent. Donc au maximum, c'est n. Donc c'est combien? Donc je vois une bonne réponse, c'est n au carré. Il est quadratique. N fois N. Donc ici, n fois n, c'est n au carré, donc il est quadratique. Donc vous voyez que l'algorithme vorace est simple, dans la mesure où il est rapide. Comparativement à un algorithme exhaustif qui va nous donner la solution optimale, mais qui va prendre beaucoup de temps. C'est clair? Puisqu'il va considérer toutes les possibilités, donc c'est un algorithme exhaustif, et s'il considère toutes les possibilités, donc il va prendre beaucoup de temps, surtout si n est très grand. Lorsque n est très grand, donc nous avons ici un temps exponentiel alors qu'ici il est quadratique. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, les algorithmes voraces sont simples et par conséquent rapides. Mais ils vont nous donner des solutions approximatives. On n'est pas sûr que la solution obtenue est optimale. Et pour cela, ils vont utiliser des heuristiques. Par exemple, la taille des individus ou ici le poids des objets, ainsi de suite. C'est clair? Bien. Donc, ça c'est le schéma général donc, des algorithmes voraces. Nous allons avoir un ensemble de candidats qu'on va choisir et donc on va choisir un ensemble de candidats qu'on va avoir un ensemble qui est un sous-ensemble de cet ensemble. Donc c'est l'ensemble des candidats. Notre solution au début c'est l'ensemble vide. Donc on va avoir une première boucle qui va nous permettre de parcourir donc tous les éléments candidats de l'ensemble candidat et on va en choisir. Donc tant qu'on n'a pas encore trouvé de solution et qu'il reste encore des candidats, on va faire un certain nombre
d'itération, on va considérer donc l'élément de C des candidats qui optimise une certaine fonction. Donc ça peut être la taille, ça peut être le poids, ça peut être une autre fonction. Donc une fonction qui va nous permettre de sélectionner un élément. Une fois qu'on a choisi cet élément, on va le retirer de l'ensemble des candidats. D'accord? Donc lorsqu'on a choisi l'élève qui a la plus grande taille, on va l'enlever, donc le retirer de l'ensemble des candidats pour que la prochaine fois, on ne va pas le choisir encore une fois, n'est-ce pas? Une fois donc qu'on a fait cette opération, on va voir, est-ce que si on ajoute cet élément à l'ensemble solution, est-ce qu'on va avoir une solution réalisable? Donc dans le cas qu'on a considéré, donc l'exemple qu'on a considéré, on regarde si l'objet qu'on a choisi, si on l'ajoute à l'ensemble des solutions, est-ce qu'il ne dépasse pas la capacité? C'est clair? Donc, s'il ne dépasse pas, on va l'ajouter à l'ensemble des solutions. S'il le dépasse, donc, on va pas le considérer, on va aller chercher un autre, ainsi de suite, aller dans la boucle. C'est clair jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Une fois qu'on a terminé donc la sélection, on regarde. Donc, est-ce que la solution qu'on a obtenue est une solution? Donc, si c'est une solution, on va la retourner. Si ce n'est pas une solution, on va dire qu'il n'y a pas de solution. D'accord? Donc, ça, c'est le schéma général donc, des algorithmes voraces. Donc, vous voyez que c'est un algorithme relativement simple, donc rapide, mais on ne va pas retourner systématiquement une solution optimale. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc ça, c'est le schéma général. Donc, vous pouvez ne pas bien comprendre, mais tout à l'heure, ça va être plus simple puisqu'on va considérer des exemples particuliers. C'est bon? Samia? Oui, monsieur. Ok, parfait. Donc l'exemple qu'on va voir, c'est la remise de monnaie. Donc on est dans un supermarché, on prend donc des objets, après on se présente à la caisse pour payer. Donc ici, le problème, c'est la remise de monnaie en donnant le moins de pièces possible. Autrement dit, si par exemple, vous devez payer par exemple 123 dirhams, donc votre facture est de 123 dirhams, donc vous allez donner à la caissière ou au caissier 200 dirhams. Combien est-ce qu'il va vous rendre d'argent? Si ça, c'est le montant à payer, 77. 77. Donc, il va vous rendre la différence, bien entendu. Ici, c'est 77. OK. Maintenant, est-ce qu'il va vous rendre un dirham et un dirham, puis un dirham et un dirham et un dirham, 70 dirhams? Non. Qu'est-ce qu'il va vous rendre? 50, 20, 50. D'accord, donc 50 plus 20 25, plus, plus 5 plus 2. plus 2. Il va s'arranger pour vous rendre le moins de pièces possible. Donc, il ne va pas vous donner un paquet de 1 dirham, donc 77 dirhams. Il va vous rendre le moins de pièces possible. Dans ce cas-là, un billet de 50, un billet de 20, une pièce de 5 et une pièce de 2. Il va vous donner au fait ici 4 pièces. D'accord? Au lieu de vous donner 70 pièces, 77 pièces. C'est clair?
Donc c'est ça le problème. Le problème, on veut remettre de la monnaie en utilisant le moins de pièces possible. Pour cela, on va utiliser un algorithme vorace. L'ensemble de candidats, c'est les pièces et les billets que nous avons. On suppose qu'on a un ensemble infini dans la caisse de 1, 5, 10, 20, 50 et 100 dirhams. C'est clair? Une solution, c'est quoi? C'est que le total des pièces choisies correspond au montant à remettre, n'est-ce pas? Il faut qu'on puisse remettre exactement 70. Pardon, ici 77. 77 dirhams. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble réalisable? Un ensemble réalisable, c'est que le total des pièces ne dépasse pas la somme à remettre. D'accord? Donc c'est ça l'ensemble réalisable. Et l'ensemble réalisable, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on va ajouter à notre solution. Et la fonction de sélection, dans ce cas particulier, c'est la plus grande pièce. Chaque fois, on va prendre le maximum. Donc dans les pièces candidates, l'ensemble candidat. Et la fonction objective, c'est on essaie donc de compter le nombre de pièces qu'on va remettre et on va essayer de la minimiser. On va essayer de minimiser cette fonction objective pour remettre le moins de pièces possible. Ici, c'est 4. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, c'est bon ici. OK. Donc, on va essayer de voir un algorithme pour... donc ici, on a juste défini les différents éléments de l'algorithme. Il faut le décrire. Et après, on va montrer qu'il fournit toujours une solution optimale lorsqu'elle existe. On va voir. Bien. Donc, l'algorithme en question, c'est celui-là. En fait, on a repris le schéma de tout à l'heure. Donc, nous avons un ensemble de candidats qui est égal à cet ensemble. Et donc, ici, c'est l'ensemble vide. S, c'est l'ensemble vide. Tant que, donc, le montant c'est ce qu'on va remettre au client. Donc, tant qu'il est positif, et qu'il y a toujours des candidats, on va faire un certain nombre d'itérations. On va prendre ici le max parmi les éléments des candidats. En fait, au début, nous avons donc tous les candidats et après, au fur et à mesure, on va réduire l'ensemble des candidats. Donc, c'est le max des candidats qui reste. Et donc, on va sélectionner le max des candidats. On va le retirer des candidats. On va calculer le nombre de pièces qui est égal au montant divisé par x. Donc, si par exemple on veut remettre 43 dirhams, on va remettre combien de pièces de 20 dirhams? 2. 2. 2. D'accord? Donc on va diviser par 20. Donc, et on va trouver un nombre. Donc c'est ça ce qu'on va considérer. Donc on va diviser le 43 par 3 par 20. On va trouver 2. Donc c'est ça le nombre de pièces de 20. Et on va réduire le montant par donc le nombre de pièces de 20 par exemple. Donc on va multiplier par x. Donc on va réduire donc 43 par 40. Donc et c'est ça le nouveau montant qu'on va considérer dans la prochaine itération. D'accord? Donc une fois qu'on a terminé cette boucle, on regarde
Si le montant est égal à 0, donc s'il n'y a rien à remettre au client, donc on va retourner S qui est composé par les pièces qu'on a ramassées ici, qu'on a considérées ici. Sinon, on va dire qu'il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, encore une fois, ce qu'on a écrit ici, c'est un algorithme. Monsieur, Oui, vas-y. pardon, une question s'il vous plaît. Oui, vas-y. Dans le cas où on a, par exemple, à rendre, par exemple, 200 et quelques, 215 par exemple. Ok, d'accord. Donc, on Ok, rend en premier lieu 100. ok. Euh, ok, On et va c'est rendre donc 100. dans ce cas-là. Ok. Donc ici, on a supposé qu'on va. euh, ok, donc tu supposes qu'on. Ok. Donc ici, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ensemble des candidats? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter un autre 100. Peut-être il faut ajouter le billet de 200 parce que on est au fait dans un autre contexte. Nous, qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que le montant qu'on il est inférieur à 200. Si on Bien ajoute, sûr. par exemple, oui, Parce que on suppose que le montant qu'on doit rendre est inférieur à 200. Parce que la personne a payé en cash avec des billets. Donc, le maximum qu'on va lui rendre, c'est moins de 200, inférieur à 200. C'est pour ça qu'on a considéré que les billets inférieurs strictement à 200. Mais si on suppose que le client paye par un chèque qui peut dépasser, à ce moment-là, on va considérer ce cas-là. parce que j'avais une confusion sur l'opération de retirer X de l'ensemble Ok, C. ok, d'accord. Ok, on va considérer ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va diviser par 100, n'est-ce pas? Donc Oui, c'est 2 fois 100, n'est-ce pas? Donc on va lui remettre deux billets de 100 et après il va rester 15 dirhams. Donc dans la première itération, le nombre, donc si vous voulez, S de 100 va être égal à combien? Donc j'ai déjà des réponses. Il va être égal à 2, n'est-ce pas? Donc, dans oui. la première itération, ça va nous permettre d'initialiser ce, cette valeur-là. Il va nous rester 15. Donc, 15, à son tour, on va la décomposer dans la deuxième itération. Donc, on va chercher 50. Donc, on va mettre S de 50 à quoi est égal? On va essayer de lui rendre 50 dirhams. Mais 50 Non, dirhams, est-ce que c'est. non, Donc, c'est pas réalisable. Donc, ça va être 0. zéro. Parce que lorsqu'on va diviser par 50, on va trouver que c'est 15 divisé par 50, ça donne 0. OK. Après, on va voir S de 20. À quoi va être égal S de 20? Zéro. 0 également. Et après, S de 10 va être égal à combien? Un. Est égal à 1. D'accord? Donc, ça correspond à dire que ça, c'est 10 fois 1 plus 5. D'accord? Ensuite, on va considérer S de 5 va être égal à combien? Un. À 1. Et S de 1 va être égal à combien? À 0.
parce que, au fait, ici, on va considérer tous les éléments de C. Donc, on va aller jusqu'à récupérer ou considérer le 5 et on va considérer également le 1. C'est clair? Oui, c'est. Ok. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Donc, à la fin, donc, si le montant égale à 0, donc c'est bon. On va retourner la solution. Sinon, on va dire qu'il n'y a pas de solution. Donc, ce que je vais vous demander de faire, pas tout de suite, c'est de démontrer l'optimalité. De démontrer que cet algorithme va toujours donner une solution optimale. Qu'est-ce qui peut me dire, qu'est-ce que ça veut dire une solution optimale dans ce contexte? Zedawi Mohamed? C'est Mohamed, tu m'entends? Zedawi? Absent. Monsieur, pour Zdawi, il est là. Oui, je le vois. Mais dans la liste, mais il ne me répond pas, donc pour moi, il est absent. Il a écrit un message. Oui, oui, mais j'ai un problème de micro, mais ça, c'est, excusez-moi, rendu à cette étape, à ce stade du cours, donc vous ne devez plus avoir ces problèmes, vous devez les résoudre. D'autant plus que vous avez plusieurs cours qui se font de cette manière-là, donc c'est pas possible de ne pas pouvoir intervenir. À la limite, la vidéo, je peux comprendre, mais pas le micro. Mokhlis, Mohamed, tu m'entends? Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire optimal dans ce contexte, pour cet exemple particulier? Puisqu'on parle d'optimalité. Qu'est-ce qu'on veut dire que cet algorithme va donner une solution optimale? C'est le minimum des pièces. Exact. Le minimum de pièces rendues, effectivement. Donc, il faut démontrer que cet algorithme va toujours produire un nombre minimal de pièces rendues au caissier. D'accord? Donc, essayez donc de démontrer ce résultat. Donc, montrer que cet algorithme produit toujours une solution optimale. Ici, en fait, vous avez un indice. Donc, en fait, ça, c'est possible parce que vous avez cette propriété. Donc, ici, c'est les différentes pièces. Bien. S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, considérons maintenant que nous avons la pièce 12. Donc, considérons, je vais considérer ici. Donc, nous avons notre C qui est composé donc de pièces de 1 dirham, pièces de 5 dirhams, celle de 10 dirhams, « 20 dirhams, 50 et 100. Considérons maintenant un ensemble C' de candidats dans lequel, en plus de C, nous avons la pièce de 12 dirhams. Donc, supposons que Bank al-Maghrib va sortir un billet de 12 dirhams.
la question est la suivante. Est-ce que cet algorithme va donner toujours une solution optimale? Je vois tes réponses. Je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. D'accord. Donc, essayons donc nous avons 12. Est-ce qu'il va donner une solution optimale? Est-ce qu'il va toujours donner une solution optimale? Donc, on va essayer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un nombre? Monsieur, par exemple, pour 32, Pour 32, d'accord. Donc, nous avons ici ça va 32. être optimal parce qu'on va avoir OK, 20 et optimal. 12. Donc, OK. Donc, pour 32, donc ça va donner 20 plus 12. Donc, ça va être optimal parce qu'on n'est pas capable de donner moins que 12, n'est-ce pas? OK. Mais donnez-moi un exemple où c'est pas optimal. Monsieur, Oui. pour 15, au lieu de donner 10 et Combien? 5, pour 15, Pour 15, d'accord. Donc, au pour lieu, 15, si on au lieu- utilise donc cet ensemble-là C', donc on va on va avoir donner 12. combien? 12 Il nous reste plus, 3, donc c'est 2. donc, ah, ici, j'ai pas mis le 2. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis le 2. Pardon, est-ce que j'ai le 2 ou j'ai pas le 2? Normalement, oui. Dans l'exemple précédent, oui. On avait le 2. D'accord, donc je l'ai oublié. Donc, j'ai 2. Donc, je vais avoir 12 plus 2 Plus 1. plus 1. Est-ce que c'est optimal? Non, par contre, si on n'avait pas, si on considère le groupe, l'ensemble C, Oui, on aura à rendre juste un, un 10 et un 5. un 5. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, l'algorithme vorace va nous donner cette solution, n'est-ce pas? Donc, si on suppose que nous avons C', c'est-à-dire C avec la pièce ou le billet 12, donc on va remettre 12 plus 2 plus 1. Donc, c'est ça ce que va donner l'algorithme vorace. Mais ceci va impliquer combien de pièces? Combien? 3 pièces, n'est-ce pas? Donc, alors que vous voyez que il y a une solution dans laquelle il n'y a que 2 pièces. Donc, l'algorithme vorace ne va pas donner une solution optimale. Il va donner une solution, mais approximative. C'est clair? Donc, ça dépend de l'ensemble des candidats. Pour l'ensemble des candidats qu'on a ici, donc l'algorithme va toujours donner une solution optimale. Et je vous ai demandé de le démontrer. Donc, vous pouvez le démontrer. Pour l'instant, vous pouvez me croire. Cet algorithme va donner une solution optimale. Mais si on change l'ensemble des candidats, on se rend compte que l'algorithme donne ici une solution qui est composée de 3 pièces, alors qu'on voit qu'il y a une solution qui est composée uniquement de 2 pièces. Donc, on déduit que l'algorithme vorace, dans ce cas-là, ne donne pas une solution optimale. Donc, il va donner une solution approximative. C'est clair? Bien. Donc maintenant, on va se mettre dans un autre cas.
on va considérer donc je vais considérer que la pièce 1, la pièce donc de 1 dirham n'existe pas. Donc je vais considérer donc que C est égal à seulement aux pièces de 5, 10, 20, 50 et 20 et 100, pardon. Quel est le problème dans ce cas-là? Monsieur, pour les nombres impairs, Oui, pour certains nombres impairs, ça va pas marcher. lequel? Donne-moi l'exemple. Par exemple, pour 11, ça va pas être optimal. Ok, ok. Donc 11, donc tu vas me donner 10, n'est-ce pas? Oui, on aura besoin du 1. Plus quelque chose. Est-ce que je suis capable de remettre ça? Non. Donc, que va me dire l'algorithme, Vorace? Parce qu'il va parcourir Normalement, donc les éléments ici, il trouve ici, donc il va me donner la pièce 10, après il va lui rester 1 dirham, mais il n'est pas capable de me donner la monnaie, n'est-ce pas? Il veut me dire que la solution n'existe pas, n'est-ce pas? oui, monsieur. Maintenant, est-ce qu'une solution existe? 101, ça existe. Donc, c'est ça, 101, ça existe parce que 11, c'est combien? Par exemple, 5 plus 2 plus 2 plus 2. Mais pour Voras, Plus 2, normalement, plus il 2, va. plus 2. D'accord. Donc, exact. Donc, tu as parfaitement raison. Ici, donc, je vais l'écrire. Donc, la solution existe. Et l'algorithme me dit que la solution n'existe pas. Parce qu'il a pris le plus grand nombre. C'est ça, parce que lui, il a une heuristique qui lui dit tu commences par le plus grand et tu vas jusqu'au plus petit. C'est une solution simple. Donc, comme on a dit, quelquefois, il va donner une solution optimale. Le deuxième cas qu'on a vu, elle peut ne pas donner une solution optimale, il va donner une solution approximative. Et dans ce cas-là, donc ça c'est un autre ensemble qu'on va appeler C seconde, il va nous dire qu'il n'existe pas de solution, alors que la solution existe. Donc comme ce que tu as dit ici, c'est parfaitement correct. Il va nous dire que la solution n'existe pas pour 11, alors qu'on voit que la solution existe. Si on considère tous les cas possibles, comme tout à l'heure, donc la solution exhaustive, un algorithme exhaustif, eh ben, on va trouver que la solution existe. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vois ici 21. Donc, l'algorithme va donner quoi? Va nous dire que c'est 10 fois 2, n'est-ce pas? Donc, il va nous dire que c'est 10 fois 10. Et après, il va nous dire, je sais pas. Donc, la solution n'existe pas. Alors que 21 est égal à quoi? Égal offrir. Oui. 21 est égal à quoi? Est-ce qu'il existe une manière de rendre? Oui, Oui. Combien? c'est 10 plus 5 Oui, 10. plus 2 plus 2 plus 2. Ok, parfait. Donc ça, c'est un 5. Donc plus 2, en fait, on se ramène à 11 de tout à l'heure. Ok, d'accord. Est-ce que c'est clair?
Bien. Si c'est clair, donc on peut, ici on considère, euh, en fait, les deux dirhams, ça n'existait pas il y a quelques années. Peut-être que pour vous, ça existe toujours, mais les deux dirhams, la pièce de 2 dirhams n'existait pas il y a quelques années. La pièce de 20 dirhams n'existait pas il y a peut-être 20 ans, je sais pas quelle est la date exacte. Donc ici, donc, on considère que C secondes est égal à cet ensemble-là. Donc 15, effectivement, donc si on a 15, donc c'est pas possible, alors que 15 est égal à 10 plus 5. Donc l'algorithme va nous dire qu'il n'y a pas de solution, alors qu'une solution existe. Monsieur, Oui, il y a pour 3, dans le chat, Zdaoui qui dit pour 3, la solution n'existe pas avec les deux méthodes. exact. Donc là l'algorithme va donner une bonne réponse. Donc ici pour 3, effectivement, ici on n'est pas capable de rendre 3, et de toute façon on n'est pas capable. Donc l'algorithme, lui, il va dire que la solution n'existe pas, et la solution n'existe pas. Donc l'algorithme va donner une bonne réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, monsieur. Effectivement. Effectivement. D'accord? Donc, ici, l'algorithme, pour ce cas, donc l'algorithme va donner une solution qui n'est pas optimale, alors que la solution optimale existe. Par contre, ici, il va nous induire en erreur. Il va nous dire que la solution n'existe pas, alors qu'une solution existe. Donc, pour résumer, l'algorithme Vorace, c'est un algorithme qui va nous donner une solution approximative. En fait, je pense, j'ai ici donc l'algorithme Vorace, c'est un algorithme simple, facile à écrire, rapide à exécuter. Il peut nous donner une solution optimale si on est chanceux. Mais aussi, il peut nous donner une solution non optimale, qui va être une solution approximative. Mais ce qui est grave, je dirais, c'est que quelquefois, il va nous dire qu'il n'y a pas de solution, alors que la solution existe. D'accord? En fait, ce qu'on gagne avec un algorithme vorace, euh, du fait qu'il est simple et rapide, en fait, on le perd ici en qualité de la solution. Donc, je répète, si nous sommes chanceux, il va nous donner une solution optimale. Si on est moins chanceux, il peut nous donner une solution approximative alors qui n'est pas optimale, alors que la solution optimale existe. Et quelquefois, il peut nous induire en erreur dans la mesure où il va nous dire qu'il n'y a pas de solution alors que... C'est clair? Donc, il faut toujours faire attention lorsque vous utilisez un algorithme vorace. Euh, donc, d'être conscient qu'il peut donner des résultats complètement erronés, un résultat erroné, ou bien un résultat approximatif. Et il peut donner également un résultat optimal. Et pour cette raison qu'il faudrait quelquefois démontrer qu'il donne une solution optimale. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va toujours avoir une solution optimale, comme ce qu'on a vu donc dans le cas précédent. C'est clair? Oui, Donc, monsieur. mais on ne l'a pas démontré. Lorsqu'on a donc cet ensemble-là, l'algorithme va toujours donner une solution optimale. D'accord? Parce qu'on a cette propriété. Ici, les pièces sont au plus égales au double de la pièce précédente. Est-ce qu'il y a possibilité d'améliorer cet algorithme? Comment? Youssef Kandouzi? Est-ce qu'il y a possibilité de l'améliorer? Comment? Ok, tu ne sais pas non plus, donc il faut réfléchir.
L'améliorer dans quel sens? Pour qu'il ne donne pas de solution, pour qu'il ne nous induit pas en erreur, c'est ça ce que tu veux dire? Euh, non. On peut pas. Donc la seule chose, c'est qu'il faut donc soit démontrer donc l'optimalité, soit de démontrer qu'il ne donne pas, qu'il nous induit pas en erreur. Donc il faut le démontrer. Donc un algorithme, donc en général, il faut le démontrer. Ici, on l'a montré par un exemple. On a montré par un exemple, par exemple, lorsque nous avons donc cet ensemble de candidats, il va nous induire en erreur. Il nous dit qu'il n'y a pas de solution alors que la solution existe. On a montré par un exemple que lorsqu'on a cet ensemble de candidats, il va nous donner une solution qui n'est pas optimale alors que la solution optimale existe. D'accord? Monsieur, Oui. je pense qu'on peut résoudre le problème de pas de solution. Il faut juste qu'il y a la pièce de monnaie d'un seul dirham, il y aura toujours une solution, même qu'elle n'est pas optimale, mais au moins il y a une solution. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, si on a une pièce de 1 dirham, dans tous les cas, on va donner 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. تقدر تسوي كذا Donc, je suis محمد. d'accord. Donc, il y a toujours, donc l'algorithme va toujours donner cette solution. Donc, même s'il n'est pas optimal, effectivement, tu as raison. Mais lorsqu'on n'a pas cette pièce, on peut avoir ce cas de figure. Tu as raison. Lorsqu'on n'a pas la pièce de... Donc, pour certaines valeurs, il n'y a pas de solution alors qu'il existe. Il existe. Je suis d'accord avec toi. D'autres remarques ou questions? Bien. Donc, on va passer à un deuxième exemple. L'exemple du plus court chemin. D'accord? Donc, c'est un exemple très célèbre que vous avez déjà vu dans le cadre d'autres cours. Je vais juste fermer les fenêtres pour que je puisse voir ce qu'il y a dans le support. Donc, on suppose que nous avons un graphe orienté, donc composé de n nœuds, numérotés de 1 jusqu'à n, et on suppose que A, c'est l'ensemble des arcs. Et à chaque arc est associé à une longueur qui n'est pas négative. Et on va essayer de déterminer le plus long, la longueur du plus court chemin du sommet numéro 1 vers tous les autres, vers les n sommets. D'accord? Donc ici, on va supposer que nous avons une matrice qu'on appelle matrice d'adjacence, dans laquelle les éléments sont des valeurs positives, donc qui indiquent la valeur qu'il y a entre le sommet I et le sommet J. Donc, s'il n'y a pas d'arc, on va mettre une distance infinie. Donc, on va mettre l'infini. Donc, ça, c'est l'algorithme de Dijkstra pour trouver le plus court chemin. C'est un algorithme vorace. Donc, l'ensemble des candidats, c'est les sommets de 2 à n. Donc, parce que nous, on part de 1. On part ici de 1. On veut trouver la longueur du plus court chemin entre 1 et tous les autres. Donc, on considère tous les autres. Donc, ce sont les candidats. Donc, ici, on va juste initialiser D de I par L de 1 et I. C'est-à-dire, on considère, donc, nous avons donc 1 et tous les autres sommets. Donc, 2, 3, 4, jusqu'au dernier sommet. Je suppose que c'est 5. Donc, on considère donc D, c'est un tableau qui est composé de distances, donc de 1 jusqu'aux différents I. Après, donc, on rentre dans la boucle, on l'a fait n-2 fois. On va récupérer l'élément, le sommet donc de C, le sommet du graphe, qui minimise cette distance. Donc, si on a ici 2, nous avons ici 5, nous avons ici 1,
et nous avons ici 7. Donc, on va prendre plutôt le sommet 4 parce que c'est celui qui minimise la distance de 1 vers les autres. Une fois qu'on l'a choisi, on va le retirer de l'ensemble des candidats. Et après, on va mettre à jour, si vous voulez, le tableau D en mettant le minimum entre la distance de D et la distance de D en passant par ce nouvel élément V. Donc D de V plus L de V et W. D'accord? Et donc, on va retourner D qui va contenir les plus courtes distances, la longueur du plus court chemin entre 1 et tous les autres sommets. Est-ce que ça va marcher d'après vous? Oui. Okay. Après, on va essayer d'analyser cet algorithme. Dans un premier temps, on va essayer donc de faire la trace. Donc, je vais vous demander de faire la trace de cet algorithme pour ce graphe dans lequel il y a 5 sommets et des distances qui sont là. Allez-y. Oui. Ok, je vais répondre à la question d'Ayoub tout à l'heure. Donc, tu me rappelles si j'oublie, parce qu'on va analyser l'algorithme. Donc, nous sommes en train de faire la trace maintenant. Donc, nous allons avoir un certain nombre d'étapes. Donc, l'ensemble des candidats, c'est de 2 jusqu'à 5. Et ici, donc, on voit que 1 à 2, c'est bien 50. Que de 1 à 3, c'est bien 30. De 1 à 4, c'est bien 100. Et de 1 à 5, c'est bien 10. Donc, on va initialiser D de cette manière. C'est bon, Samia? Oui, monsieur. Après, on va rentrer dans la boucle. Donc, on va faire n-2 étapes. C'est-à-dire ici, n est égal à combien? C'est égal à combien? 4, plutôt 5, n'est-ce pas? 5. C'est égal à 5. Le nombre de sommets, c'est Oui. 5. Oui, c'est 5. D'accord? On va le faire n-2 fois. Donc, on va faire combien d'itérations? 3 fois. 3 itérations. Donc ici, je vais juste écrire itération. Bien. Vous faites les lettres. Ouf, j'ai perdu ma feuille. Donc, ici, donc on a vu ça. Et donc, on voit ici les 3 itérations. 3 itérations. Donc, peut-être ici, c'est 2 et 3, je ne sais pas. Ici, 3.
3 et 4 peut-être, mais les 3 itérations. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir d'après vous? Donc, nous avons ces valeurs. Qu'est-ce qu'on va choisir comme sommet? Celui dont la distance est minimale. C'est-à-dire quel sommet? J'ai pas entendu. Le sommet 5. Pour avoir Exact. C'est le 10. sommet 5. Parce que nous Pour avons avoir ici. 10. Exact. Donc, c'est ça ce qu'on va choisir comme sommet. Le V, c'est égal à 5. Une fois qu'on l'a choisi, donc on va mettre à jour D. Donc, on va dire que le D, c'est la distance. Donc, c'est 1. Par exemple, la distance entre 1 et 2, c'est la distance entre 1 et 5 plus la distance entre 5 et 2. Ici, la distance entre 5 et 2, c'est l'infini. Donc, elle va rester 50. La distance entre 1 et 3, c'est la distance entre 1 et 3 plus la distance entre 1 et 5 et 3. Donc, la distance entre 5 et 3, c'est l'infini. Donc, elle va rester 30. La distance entre 1 et 4, c'est la distance entre 1 et 4, le minimum de 1 et 4, et la distance en passant par 5. Donc, ça donne combien? 10 plus 10, ça donne combien? 20. Ça donne 20. Et enfin, la distance entre 1 et 5, c'est la distance entre 1 et 5 et en passant par 5, donc ça ne change pas, donc on va Et 10. laisser. C'est bon pour cette première itération? Bien. Maintenant, on va choisir donc les éléments du graphe dont la valeur est minimale. Donc c'est là, on l'a déjà considéré. En fait, ici, on va retirer l'élément 5 de C, n'est-ce pas? Donc on va regarder que ce qui est là. Donc quels sont les sommets qu'on va considérer maintenant? Le 4. Le 4, exact. Donc le 4 parce qu'il correspond à ce minimum. Donc c'est le 4 qu'on va sélectionner. Lorsqu'on va le sélectionner, on va le retirer de l'ensemble C. Après, on va essayer de mettre à jour ces éléments-là. Donc nous avons donc de 1 à 2, donc on avait 50, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer par 4. Mais 1 à 4, c'est déjà 20, parce qu'on est passé par là. Donc de 1 à 4, c'est 20. Donc pour aller à 2, on va plutôt aller ici par 20, plus 20. Donc ça va nous donner combien? 40. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc ici, de 1 à 40, c'est 20. Et de 4 à 2, c'est 20. On va prendre le minimum de 50 et de 20 plus 20, ça donne 40. Donc, on va mettre ici 40. Pardon. Bien. Donc, maintenant, on va considérer le deuxième élément, c'est 3. Donc, de 1 à 3, ça donne 30. En passant par 4, donc de 1 à 4, ça donne 20. Plus, ici, c'est l'infini, donc on va rester 30. On ne va pas changer. C'est clair? Donc, ceci termine cette deuxième étape. Troisième étape, donc on va sélectionner parmi donc, les éléments qui sont là. Donc, quel est l'élément qu'on va sélectionner? Quel nœud? Quel sommet? Le sommet numéro 3. Exact. Le sommet numéro 3, c'est celui-là qu'on va sélectionner. Donc, on va mettre à jour. Donc, nous avons notre tableau. On va mettre à jour cet élément. Donc, nous avons de 1 à 2, ça nous donne 40. Et on va essayer de voir avec si on passe par 3. Donc, si on passe par 3, ça nous donne 30 et 5. Donc, on va faire le minimum entre 40 et 35. Et le résultat, c'est 35. Et le reste ne change pas. Donc, ici, on vient de trouver donc, la distance minimale entre 1 et tous les autres sommets. Et donc, c'est ça.
Maintenant, déterminer l'ordre de l'algorithme de Dijkstra. Donc, on va revenir à notre algorithme. Quel est l'ordre de cet algorithme? Cet algorithme est de quel ordre? N, N fois N moins 2. N fois N moins 2, c'est-à-dire N au carré d'après toi? Oui. Ok, on va voir. On va voir Non, ceci. ça sera Donc, N au cube. Ça sera N au cube parce qu'on a une autre boucle à l'intérieur de celle de N moins 2 pour chaque élément. ok, ok. Donc ici, ça va nous donner quoi? Ça, c'est dans quel ordre? Ça, c'est N. C'est N exact, donc c'est proportionnel à N. Bien. On va lui ajouter donc quelque chose ici. Donc, on va multiplier par N. Donc ici, on va prendre le minimum. Ici, combien ça va nous coûter pour trouver ce minimum? Monsieur, ça dépend si c'est pire des cas ou bien. Non, c'est le pire des cas. Bon, il Donc, faut c'est N. toujours... C'est N, d'accord? Oui. Donc ici, c'est N. Donc, ordre de N, si vous voulez. Donc ici, c'est une constante. Et ici, c'est une boucle. Donc, on va mettre à jour ce tableau. Donc, combien est-ce qu'il y a d'itérations ici? Au plus. Combien il y a d'itérations au plus? Combien il y a d'éléments dans C? On aura N. Au plus N. En fait, parce que de plus en plus, ça va diminuer, mais au plus N. Donc, on va faire N minimum, N comparaison. D'accord? Donc, cette boucle-là est de l'ordre de combien? De N. D'ordre N. De N. D'accord? Donc, vous avez ici cette première instruction qui est de l'ordre de N. Ici, c'est une constante. Ici, cette dernière instruction est de l'ordre de N. Et vous avez ici N moins 2 fois. Donc, quel est l'ordre de l'algorithme? N au cube. Pourquoi N au cube? N au carré. N au carré. C'est N au carré. N'est-ce pas? Parce que vous avez ici quelque chose de l'ordre de N. Et vous avez ici N moins 2 fois. Et à l'intérieur, vous avez quelque chose dans l'ordre de N. Donc, en tout, ça va vous donner l'ordre de N au carré. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Bien. Maintenant, comment on peut modifier cet algorithme pour avoir non pas le plus court chemin de 1 vers tous les autres, mais le plus court chemin entre toutes les paires de sommets? En fait, c'est ça la question qui est là. Modifier l'algorithme afin de trouver le chemin le plus court entre tous les couples. Couple, c'est plus Monsieur, précis que paire. Oui, Okrero Ayoub n'a pas compris. Euh, la question non, je pense avant, pour l'ordre. à l'ordre. Ok, donc je vais reprendre l'ordre. Donc, ici, c'est quel ordre ici? Monsieur, monsieur,
Oui, 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 vas-y. Ce que j'ai pas compris, pourquoi on n'a pas prendre en considération la boucle pour chaque élément de W de CFR. Ok, ok, ici. Oui. Ok. Donc, ici, quel est l'ordre de cette opération? N. Non, non, non. Cette opération, au fait, on fait une Ah, comparaison de deux valeurs. une opération. Ah, C'est constant, n'est-ce pas? Donc, oui, je vais mettre le ici constant. ordre de 1. C'est l'ordre de 1, c'est un nombre constant. Bien. Maintenant, quel est l'ordre de cette boucle? Maintenant, cette boucle, elle se fait un certain nombre de fois. À chaque fois, il y a une constante. Mais combien est-ce qu'elle se fait de fois? N. N, puisqu'on N, a un élément dans C. c'est ça. Au maximum, on a un élément. Oui. Bien sûr, à chaque fois, le C diminue. La taille de C diminue. Mais comme si on veut une majoration, on va dire que c'est l'ordre de N. Oui. Au C'est pire clair? des cas. Oui. Au pire des cas, exact. Donc, nous avons ici l'ordre de n, ici c'est une constante, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre Oui. ici ordre de 1, juste pour dire que c'est une constante. Et ici, c'est combien? Encore N. Parce que au maximum, on va balayer tous les éléments de C, donc ils sont au maximum n éléments. En fait, n-1, mais d'accord? Donc, c'est l'ordre de n. OK? Donc maintenant, essayons de compter. Nous avons ici des ordres de n, mais il y a n-2 fois. Donc, on peut déduire que ceci est dans l'ordre de n, combien? Au carré. Au carré, n'est-ce pas? Oui. Oui. Parce que, donc, on a n-2 itérations, et à chaque Oui. fois, on a de l'ordre de n, donc ça nous donne n de 1 au carré. Puisque ça, c'est dans l'ordre de n aussi, donc on fait la somme des deux. Donc ici, c'est dans l'ordre de 1, n'est-ce pas? C'est une constante. Donc lorsqu'on fait la somme, on trouve bien, c'est dans l'ordre de n au carré. C'est bon? Bien. Maintenant, comment peut-on modifier cet algorithme pour qu'il puisse donner les plus courts chemins entre tous les couples du graphe, tous les couples des sommets? Donc, si on peut avoir un paramètre qui s'appelle sommet. Je vais mettre ici S pour dire S comme ça. Donc, et S, lorsque S est égal à 1, effectivement, nous avons cet algorithme, mais on veut appliquer cet algorithme combien de fois pour trouver les plus courts chemins entre tous les sommets? Il faut l'appliquer. Donc, j'ai une bonne réponse. Marim Ali. Il faut l'appliquer combien de fois? Il faut l'appliquer n fois, effectivement. Yasmine aussi. Bonne réponse. Rita aussi. Donc, on va l'appliquer n fois. Donc, la première fois, on va l'appliquer pour 1, la deuxième fois pour 2, jusqu'à n. Maintenant, quelle va être donc la complexité de l'algorithme modifié? Donc, je vais l'appeler Dijkstra modifié. Donc, ça, c'est Dijkstra. Difficile de mettre les points. Tout ça sera d'ordre n cube. L'algorithme donc Dijkstra modifié va être un algorithme appartenant à combien, à quoi? L'ordre de n occupe, effectivement. C'est clair? Bien.
Donc, en fait, c'est ça. Déterminer l'ordre. Donc, ça, on l'a vu. Mais modifiez-le pour qu'il puisse trouver tous les plus courts chemins entre tous les couples de sommets. Donc, et bien entendu, on a vu que l'ordre, c'est OK. C'est bon? Des questions? Donc, on va considérer un troisième exemple qui est la minimisation du temps d'attente. Donc, la minimisation du temps d'attente. Donc, supposez que vous allez chez un coiffeur et donc vous attendez dans la file d'attente et donc il y a un serveur. Ça peut être un coiffeur, ça peut être un serveur informatique, un ordinateur qui est un serveur, ça peut être n'importe quoi. Et donc, vous avez des clients, vous avez un serveur et un client, et vous avez un temps de service donc requis par le client I, qu'on va appeler TI. TI, c'est le temps de service requis par le client I. Ce qu'on va vouloir minimiser, c'est le temps d'attente. Donc, on va calculer comme étant la somme de tous les temps d'attente de tous les clients. Donc, on considère le temps passé dans le système par le client TI, par le client I. On va essayer donc de calculer la somme de tous les temps d'attente de tous les clients. Et on va essayer de minimiser ce temps. C'est clair? Donc, pour se fixer les idées un petit peu, on va considérer un exemple particulier. Donc, n est égal à 3. Nous avons le premier client qui va attendre 4 minutes, le deuxième 7 minutes et le troisième 3 minutes. Non, pas le temps d'attente. Ça, ce sont les temps de service. On suppose que le premier client aura un service de 4 minutes, le second 7 minutes et le troisième 3 minutes. On va essayer donc de minimiser le temps d'attente. D'après vous, quel est l'ordre dans lequel on va faire passer ces 3 clients? Avant de faire le calcul, intuitivement, par qui allez-vous commencer et par qui allez-vous terminer? Par celui qui a moins de temps. Le troisième. Celui qui a le moins de temps. Peut-être le troisième, peut-être on va commencer par le troisième, puis le premier, puis le deuxième. et enfin le deuxième. Peut-être, d'accord. Donc on va essayer de voir le calcul. Donc considérons donc ces premiers ordres. Donc le temps total, tel qu'on l'a défini ici, donc c'est le temps de service du premier client, 4, plus, donc en fait, ça, le premier client va attendre 4 minutes. En fait, c'est son temps de service. Par contre, le deuxième client, il va attendre à ce que le premier client termine, et après, c'est lui qui passe, donc il va attendre 4 plus 7. Le dernier client doit attendre à ce que le premier client passe, que le deuxième client passe, et après, il y a son service. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce terme-là. Donc, ça va faire 4 plus 11, ça fait 15, plus 14, ça nous donne 29. Donc, le temps, c'est 29. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. OK. Donc, si on considère, donc, combien y a-t-il d'ordres différents? Nous avons donc 3 clients ici. Combien y a-t-il d'ordres différents? 2 à la puissance 3. Non. 2 à la puissance. Combien? Donc 9, est-ce que c'est 9? Non, c'est pas 9. 2 à la puissance, c'est pas 9 et c'est pas 8, n'est-ce pas? 2 à la puissance 3, c'est 8. C'est combien? Vous avez 3 éléments. Quelles sont les différentes manières de les ordonnancer?
Ou combien y a-t-il de manières différentes de les C'est mettre sur 3 notre? factoriel. C'est 3 factoriels. Donc 3 factoriels, c'est 3 fois 2 fois 1, ça donne 6. Donc ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, peut-être ça. Donc on peut avoir donc le premier, donc 1, 2, 3. Après, on va permuter les deux derniers. Après, on va commencer plutôt par 2 et on va voir 1, 3. Après, on va les permuter. Et finalement, on va commencer par 3 et on va avoir donc 1, 2 et 2, 1. Donc, on va les permuter. Effectivement, il y a 6. En général, si on a n éléments, on va voir combien de possibilités de permuter ces éléments. Donc, j'ai de bonnes réponses. N factoriel. N factoriel, permutation. En fait, lorsqu'on parle d'ordre, ce sont des permutations. On peut avoir donc une permutation. Bien. Donc ici, systématiquement, donc j'ai calculé le grand T pour les différents ordres. Ici, il y a 6 ordres différents. Et j'ai calculé l'ordre donc pour le T pour les différents ordres. Et ici, on se rend compte que l'ordre optimal, c'est celui qui est donné par 3, 2, 1. Et vous avez raison tout à l'heure, donc de dire qu'on va commencer par celui qui prend le moins de temps, suivi par celui qui prend plus, et enfin celui qui prend le plus à la fin. On va laisser à la fin, donc ça correspond à cet ordre. Okay. Donc maintenant, que va donner l'algorithme Vorace? Donc si on lui donne donc ces temps de service, qu'est-ce qu'il va donner comme solution? Donc l'algorithme Vorace, si la fonction de sélection, c'est le minimum du temps de service, n'est-ce pas, va donner effectivement, donc Nuh Rifari, donc il va donner effectivement cette solution. Oui, il va commencer par le 3, puis le 1, puis le 2. C'est ça, donc il va donner exactement cette solution. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est une solution, est-ce qu'il va toujours donner une solution optimale? Donc ici, ça correspond à une solution optimale, à un ordre optimal. Que pensez-vous? Donc, au fait, c'est ce qui va donner toujours une solution optimale. Monsieur, je pense généralement oui, puisqu'il choisit au début Oui, ceux qui vont pas passer beaucoup de temps. exact. Mais il faut le démontrer. D'accord? Donc, démontrer, il faut le démontrer. Effectivement, intuitivement, donc vous l'avez trouvé dès le démarrage, dès le début, donc sans qu'on étudie donc tous les cas possibles, etc. Donc, effectivement, c'est une solution optimale. Donc, décrire l'algorithme Vorace et démontrer qu'il permet d'obtenir une solution optimale. Bien. Maintenant, considérons l'algorithme exhaustif qui considère tous les cas possibles, c'est-à-dire toutes les permutations. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa complexité? Exact, donc c'est de bonnes réponses. On aura n factoriel. N factoriel. Donc on aura donc une complexité de n factoriel. Donc c'est ça, en fait, sa complexité, l'algorithme exhaustif qui considère tous les cas possibles. Donc il va nous garantir l'optimalité de la solution parce qu'au fait, on va considérer tous les cas possibles. Et on va choisir celle qui est optimale. Donc il va garantir. Mais il est de l'ordre de n factoriel. Et
je pense qu'il y a une formule qui donne une approximation de n factoriel et ça donne quelque chose d'exponentiel, n'est-ce pas? Et par Donc, qui dit, sommation. oui, c'est une sommation et même, je pense qu'on peut avoir une approximation avec quelque chose d'exponentiel. Donc, qui dit factoriel dit exponentiel. D'accord? Donc, ça va prendre énormément de temps. Exponentiel. Parce qu'il y a une approximation entre le n factoriel et l'exponentiel. Donc, dans ce cas-là, l'algorithme exhaustif est exponentiel, comme dans l'autre cas, du cas de la sélection avec contrainte. Mais ici, l'algorithme vorace permet donc d'avoir une solution optimale. Il faut le démontrer que la solution de l'algorithme vorace est optimale. Ok, donc si vous ne réussissez pas, ok, donc ici, c'est tant mieux si vous avez la solution. Donc regardez, vous avez ici la solution de l'algorithme, regardez. Et vous avez également l'optimalité de l'algorithme. Vous regardez, si vous avez des questions, on peut les voir dans la prochaine séance. Bien. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on va voir un dernier ou avant-dernier algorithme. C'est la coloration de graphes. Donc, dans la coloration de graphes, on va considérer un graphe non orienté. On va essayer de le colorer donc avec des couleurs différentes, de telle sorte que deux sommets reliés n'aient pas la même couleur ou doivent avoir des couleurs différentes. Allez-y, coloriez-moi ce graphe et dites-moi quel est le nombre de couleurs que vous trouvez. Je vois 3. Monsieur, on pourra utiliser deux couleurs. Ah oui, tu as réussi à trouver 2 parce que toutes les réponses que j'ai jusqu'à maintenant, c'est avec 3 couleurs. Tu as trouvé 2 couleurs? Normalement, monsieur, deux sommets qui sont reliés. Oui, c'est ça. Les sommets qui sont reliés ne doivent pas avoir la même couleur. Ok. J'ai trouvé Donc, deux couleurs. vas-y, comment tu vas colorer? Donc ici, tu vas mettre une couleur. Par exemple, rouge. Oui. Et pour le 2, le vert. Le vert. Et pour le 3, Le rouge. rouge. Ici, donc tu vas mettre le Le rouge. rouge. Et ici, tu vas mettre... Le vert pour le 5 et le 2. Ok, d'accord. Donc ici, tu vas mettre une deuxième couleur. Donc ici, tu as trouvé 2 couleurs, effectivement, donc ils respectent la condition. Donc on va dire que ce graphe est 2 colorable. Il est possible de le colorer avec 2 couleurs. Est-ce que cette solution est optimale? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser moins que deux couleurs. Exact. On ne peut pas faire mieux, effectivement, tu as parfaitement raison. On ne peut pas utiliser moins que 2 couleurs. On ne peut pas faire le colorer avec une seule couleur parce que nous avons un graphe dans lequel il y a une arête et automatiquement on a besoin donc de 2 couleurs. Bien. Maintenant, certains ont dit tout à l'heure 3 couleurs.
Parce que supposons qu'on veut utiliser un algorithme vorace. Un algorithme vorace consiste à choisir une couleur et un sommet comme point de départ, puis considérer les autres sommets et essayer de les colorer avec cette même couleur. Et lorsqu'on ne peut plus faire de progrès, on va choisir une nouvelle couleur et un nouveau point de départ non coloré. Et donc on va procéder comme ça jusqu'à la fin. Donc essayons d'appliquer cet algorithme. Donc on va prendre une couleur. Je vais utiliser ma couleur préférée. La couleur des enseignants, c'est celle qu'ils préfèrent. Donc, la couleur rouge. Donc, et on va considérer le prochain, c'est le numéro 2. Est-ce qu'on va lui donner cette couleur? Non, puisqu'il est connecté, n'est-ce pas? Donc, on va lui donner on va donner à celle-là. Est-ce qu'on va donner cette couleur à 4? Donc, ça ne pose pas de problème. Oui, On va oui, lui donner. Est-ce qu'on va donner à 5? Non. non. Donc, on va prendre une deuxième couleur. Donc, on va prendre. On va commencer avec le 2. On va commencer avec le 2. Et on va visiter les autres sommets qui ne sont pas encore colorés. Ici, c'est le 5. Est-ce qu'on va lui donner la même couleur? Oui, Oui. Donc, on va faire ça. Donc, c'est bon. Donc, on va trouver donc le nombre optimal. On a trouvé 2 couleurs. Ici, au fait, on est un petit peu chanceux. Supposons que la numérotation est légèrement différente. Supposons que ici on avait 2, ici on avait le nombre 3. Ils sont numérotés différemment. Et donc, on va essayer donc de colorer. Donc, on va colorer ici avec du rouge. On va venir ici, n'est-ce pas? On va visiter le prochain sommet, qui est le numéro 2. On va lui donner quelle couleur? un Je vous rouge. écoute. Le rouge. Pour le 2, c'est rouge. Pour le 2, Parce que c'est c'est pas rouge. lié. C'est pas lié. Après, on va visiter le 3. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme couleur? Est-ce qu'on peut lui donner le rouge comme couleur? Non, parce que c'est lié. Non. Et ici, on va Le donner 4, le rouge. on va lui Ici. donner le rouge. Là non plus, ça ne marche pas. En fait, là Ça aussi, on marche. va trouver quelque chose. Ça marche. Donc, je vais considérer un autre exemple. Euh, je pense ce parcours, je pense que celui-là ne marche pas. En tout cas, j'espère qu'il ne marchera pas. Couleur, je vais prendre donc la première couleur. Donc, je vais mettre ici le 1. Après, je vais mettre ici la couleur, n'est-ce pas? Parce que je vais visiter le 2. Après, je vais visiter le 3. Est-ce que je peux lui donner le vert? Normalement, oui. Non, je ne peux pas, parce qu'il y a du vert ici. Je ne peux pas donner le numéro 3, le vert. Monsieur, est-ce qu'on voit juste pour le 1 ou bien pour tous les sommets Ok. de couleur verte? Donc, je vais choisir une couleur et un sommet comme point de départ, celui-là. Après, je vais considérer les autres sommets et essayer de leur donner la même couleur. Donc ici, je vais les voir dans l'ordre. Ici, je vais visiter plutôt celui-là parce que je considère que c'est le numéro 2. Donc, je lui donne cette couleur. Après, je vais considérer celui-là. Est-ce que je vais lui donner cette couleur? Est-ce que je vais pouvoir lui donner cette couleur? Non, parce que Non. c'est Après, lié. c'est lié. Est-ce que je peux donner
à ce sommet cette couleur? Non, Non plus. Est-ce que je peux donner à ce sommet cette couleur? non. D'accord. Donc, c'est là où on ne peut plus faire de progrès. Donc, on va choisir une autre couleur, une nouvelle couleur. Donc, je vais considérer, par exemple, cette couleur. Donc, et je vais considérer je vais considérer les sommets qui ne sont pas encore colorés. Donc, je vais commencer par le prochain qui est 3. Le premier ici, c'est le 3. Donc, je vais mettre ici le noir. Le prochain, c'est celui-là, le 4. Est-ce que je peux lui donner cette couleur? Oui, Je vais lui donner cette couleur. Et donc, enfin, donc je ne peux pas lui donner cette couleur à ce sommet. Donc, je suis obligé de changer de couleur. Et je vais lui donner donc une autre couleur ici. OK? Donc, ceci pour vous dire que dans le premier cas, l'algorithme Vorace nous a bien donné une solution optimale. Mais dans ce deuxième cas, où les nœuds sont numérotés différemment, il ne donne pas une solution optimale, puisqu'il nous donne 3 couleurs. Okay? Donc, si on est chanceux, l'algorithme va nous donner une solution optimale. S'il n'est pas chanceux, il va ne pas donner une solution optimale. Le fait de numéroter différemment revient à visiter les sommets d'une manière différente. Donc, si on les visite d'une certaine manière, on va trouver une solution optimale. Si on les visite d'une manière différente, on va pas obtenir une solution optimale. Est-ce que c'est clair? oui, monsieur. Ok, bien. Il nous reste 3 minutes. Donc, je ne vais pas le... Ici, au fait, c'est ça. Donc, l'algorithme. Ici, donc, l'algorithme. Je ne sais pas qu'est-ce que... L'algorithme basé sur une heuristique vorace permet la possibilité de trouver une bonne solution, mais pas la certitude. Donc ça, on a déjà. Donc ça, c'est le jaune, c'est pas très joli. Je vais changer de couleur. Bien ma couleur. Donc il permet de trouver une solution optimale, mais on n'a pas la certitude. Maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver une solution optimale? Exact, on utilise un algorithme exhaustif, c'est-à-dire considérer tous les parcours différents. Donc, Tous les on cas a possibles. parcouru tous les cas possibles. Parce qu'on peut visiter les sommets d'une certaine manière, mais on a vu que si on les visite autrement, donc ça peut changer l'optimalité de la solution. Donc, pour trouver la solution optimale, il faut les visiter dans toutes les manières possibles. D'accord? Et là, donc, il faut considérer tous les cas et automatiquement, ça va produire, donc, l'algorithme exhaustif, ça va produire une solution exponentielle. Donc, encore une fois, l'algorithme Vorace permet d'avoir une solution simple, rapide, mais il ne donne pas la certitude d'avoir une solution optimale. Si on tient à avoir une solution optimale, on est obligé de considérer tous les cas possibles et on est dans une solution exponentielle qui risque de prendre énormément de temps. D'accord? En plus, dans certains cas, l'algorithme vorace va nous dire qu'il n'y a pas de solution alors que la solution existe. Donc, il faut se méfier. C'est un algorithme simple, facile, mais ces résultats ne sont pas très fiables. Pour donc résumer un petit peu ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, ici j'ai
le feu, un exemple de feu de circulation. Donc, en fait, c'est une application de la coloration de graphes à un problème concret, un problème de feu de circulation. D'accord? Donc, nous avons ici un rond-point, donc avec des feux. Et pour résoudre donc les différentes phases du feu de circulation, on va le modéliser avec un graphe. Et donc, on va trouver un graphe. Et résoudre ce problème de feu de circulation se résume à la résolution de la coloration de graphes associés. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, essayez donc de faire cet exercice. Donc, ici, on considère tous les changements de direction. On va modéliser avec un graphe. Et comme j'ai dit, la coloration permet de définir le nombre de phases. Et le nombre de phases donc permet de définir un peu les feux de circulation. Donc ça, c'est la coloration de graphe. Ici, je vois que c'est les 4 colorables. Donc on peut avoir 4 phases. Dans une première phase, il y a certaines directions qui sont possibles et d'autres qui sont interdites, ainsi de suite. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est bon? D'accord. Donc, je vous remercie. Et donc, on se voit lundi prochain. Donc, il nous restera 3 séances.